Bienvenue, merci de nous rejoindre pour l'actualité ce 19 octobre sur RTI 1. Il a été élève au groupe scolaire d'Adjamé 220 logements. Le Premier ministre Patrick Achi y est retourné cet après-midi et il a rencontré des élèves heureux et admiratifs. Il n'a pas manqué de les encourager et de les exhorter au travail bien fait. En plus des conseils avisés, ces élèves ont aussi reçu de leurs illustres dévanciers des kits scolaires. Dans l'enseignement supérieur, la rentrée solennelle a été faite aujourd'hui sous le thème « Un enseignement supérieur apaisé et de qualité » à l'université de San Pedro, la dernière née qui a vu ses activités académiques lancées. Ils vont étudier les différents axes de renforcement des relations bilatérales entre Yamoussoukro et Pretoria. Les experts des deux pays se réunissent jusqu'au 21 octobre pour la première session de la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. EcoPlus nous conduit ce soir au parc national de Taï et à la réserve du Nzo, qui constitue à eux deux le plus vaste massif forestier dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il est sous stricte protection à cause d'innombrables richesses dont il regorge, vous le verrez. Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Le Premier ministre Patrick Achi était ce mardi en début d'après-midi au groupe scolaire d'Adjamé 6 aux 220 logements. Ancien élève de l'établissement, il est allé encourager les élèves au travail et à la culture de l'excellence tout au long de cette année scolaire. Le chef du gouvernement a aussi procédé à plusieurs dons de tables-bancs et de kits scolaires. Alexis Ouedraogo. Jour de classe ordinaire ce mardi au groupe scolaire d'Adjamé 6 aux 220 logements. Du moins jusqu'à l'arrivée à la mi-journée d'un ancien élève, aujourd'hui Premier ministre. Patrick Achi, à ses côtés son voisin de l'époque, le ministre-gouverneur Moussa Dosso, replonge dans ces salles de classe où il y a 60 ans, il traçait son chemin. Un parcours encore bien conservé dans les archives de l'école. Échange avec les élèves, retrouvailles chaleureuses de certains promotionnaires. Patrick Achi, petit métis. Moi, c'est comme ça que je l'appelais, petit métis, parce qu'il était timide. Alors nous, notre groupe, là, nos soeurs, là, on vient, quand il est assis comme ça, moi, les récréations surtout, on les taquine et puis, c'est un bon travailleur. Qu'il continue dans ses îles. Et les plus édifiés par cette visite restent bien sûr les jeunes élèves. Ça me fait rêver que moi aussi je peux devenir un ministre. Je suis contente pour qu'il est venu. Je suis très heureuse. Et je dis merci à le Premier ministre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que plus tard, je serai ministre. Pour la ministre de l'Éducation nationale, il y a dans ce geste un message fort. Le Premier ministre, par le travail, par la persévérance, par le courage, a pu arriver là où il est. Les débuts sont peut-être difficiles parfois, mais on ne doit pas abdiquer parce que le bonheur peut être devant et c'est le cas de Monsieur le Premier ministre dont nous sommes si fiers pour la Côte d'Ivoire. Effort, travail, constance, résilience, autant de valeurs que prône le chef du gouvernement. Qui l'eût cru que quelque part ici, il y a 60 ans, perdu à Adjamé Est 2, aurait émergé d'une même classe deux ministres et un Premier ministre. Personne. Ça veut dire que pour ces enfants-là, nous sommes venus leur dire, si vous nous voyez, c'est que pour vous, tout cela est également possible. D'où que vous partiez, vous pouvez arriver au niveau le plus élevé. Et le gouvernement entend renforcer son action ces prochaines années en mettant le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Patrick Achi a aussi procédé à plusieurs dons, 315 tables bancs et 400 kits scolaires.
Une visite que ces petits écoliers ne sont pas prêts d'oublier. Le ministre Adama Diawara a procédé ce matin au lancement de la rentrée solennelle des établissements de l'enseignement supérieur. L'université de San Pedro a vu par la même occasion ses activités académiques lancées. En attendant l'ouverture officielle, après la fin complète des travaux, ce sont pour l'instant 450 étudiants qui vont suivre les cours dans 4 unités de formation et de recherche. Sam Kono. Université de San Pedro. L'amphithéâtre de 500 places pris d'assaut par le corps préfectoral, les présidents d'universités publiques, les partenaires au développement, les enseignants, la chefferie traditionnelle et bien sûr par les étudiants. Le ministre Adama Diawara en toge fait son entrée. Nous sommes à la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle 2021-2022 des établissements de l'enseignement supérieur du Côte d'Ivoire, doublé du lancement des activités académiques de l'Université de San Pedro. Nous attendons de celles qui nous ont précédés sur le difficile et exaltant sentier de la formation académique et de la recherche scientifique un appui constant. L'Université de San Pedro, naissante, qui nous accueille ce jour, est une université ouverte sur l'océan et le développement durable. Pour cette année universitaire, 2 thématiques. La première, un enseignement supérieur apaisé. Et la deuxième thématique sur laquelle est placée cette rentrée universitaire, c'est un enseignement supérieur de qualité. Qualité en termes de rendement interne, donc avec des taux de réussite qui sont assez acceptables, qui sont assez élevés. Et ensuite, de qualité au niveau adéquation formation-emploi, pour faire en sorte que les sortants du système diplômés et pas puissent trouver un emploi de façon, j'aurais dit, facile sur le marché de l'emploi. Les premiers cours magistraux ont été donnés à cet effet par les professeurs Saliou Touré et Adama Diawara. 450 étudiants sont affectés à l'université de San Pedro pour la première phase sur 4 prévues. En attendant la fin des travaux de construction des cités, des solutions pour le logement des étudiants ont été trouvées. En attendant, nous avons trouvé à l'internat du lycée professionnel de San Pedro la possibilité de loger 200 étudiants. Avec le concours du maire de la ville de San Pedro, nous avons eu un certain nombre de lits qui vont s'ajouter aux 200. Et petit à petit, nous sommes en train de faire en sorte que les 450 étudiants puissent être logés décemment. Pour le transport, pour le moment, on va louer 2 cars, mais nous sommes en train de commander 2 cars de 70 places. Je vous assure que depuis le samedi, je suis à la recherche de cars. Nous sommes allés chez un concessionnaire. Malheureusement, il n'y a pas de cars de 70 places disponibles pour le moment. Donc on a procédé à une commande. Donc d'ici quelques semaines, voire au grand maximum, je pense 1 ou 2 mois, on aura 2 cars de 70 places flambant neufs avec l'écriteau Université de San Pedro. Le réfectoire, lui, est déjà opérationnel. À terme, ce sont 20 000 étudiants répartis dans 4 unités de formation et de recherche, à savoir l'UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-industrie, UFR Sciences de la mer, UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie et Restauration et UFR Sciences de la santé. Ils sont eux aussi sur les bancs, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC se forment et s'informent sur les lois de finances et les méthodes de contrôle du budget. C'est un renforcement des institutions de contrôle interne et externe afin de mieux gérer la dépense publique. Yannick Efoumi et Sidonie Davila. Membres de l'administration du CESEC, conseillers économiques, tous sont formés au concept de la loi organique relative aux lois de finances et aux méthodes de contrôle du budget et de l'exécution des lois de finances. L'Union européenne, partenaire au développement de l'institution, à travers son représentant Pascal Mounier, participe activement à cette formation. J'interviens ici pour appuyer le Conseil dans un renforcement des capacités. Alors, essentiellement des modules relatifs à ce qui concerne la transparence et contrôle budgétaire tels qu'ils sont définis par les 2 lois organiques qui ont été adoptées en 2014 par le Parlement ivoirien.
À la fin de ce séminaire de renforcement des capacités des membres de l'administration du SESEC ainsi que les conseillers économiques, au nombre de 100, seront à même d'exercer un contrôle efficace de la bonne exécution du budget. Pour le rôle que joue le Conseil économique et social, qui émet des avis au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, il est du devoir des experts qui y sont, qui y participent, que nous ayons la même lecture de comment le budget se conçoit, comment le budget fonctionne et comment le budget se réalise. Pour le président Eugène Akaouélé, ce programme s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Améliorer la qualité de la gouvernance financière et assainir la gestion des organes publics. Celle-ci répond à notre volonté d'accorder une attention particulière au renforcement de nos capacités, à la consolidation de nos acquis et à la valorisation des diverses expertises dont regorge notre chambre consultative sur des sujets essentiels susceptibles d'enrichir nos travaux institutionnels en vue de nous hisser à un niveau compatible avec celle d'une chambre à haute contribution. Ouvert officiellement ce mardi par le président du SESEC, Eugène Akaouélé, ce séminaire prend fin le 26 octobre prochain. Yamoussoukro et Pretoria renforcent leur coopération, notamment par des projets d'accords bilatéraux. Aujourd'hui, 19 octobre, s'est ouverte la première session de la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud avec des experts venus des deux pays. Moussa Konaté. Première session de la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Des experts ivoiriens et sud-africains sont réunis pour réfléchir sur les différents axes de renforcement de coopération. Il nous appartiendra d'identifier et de faire des propositions susceptibles d'élargir notre champ de coopération, d'accroître et de renforcer davantage les investissements et les échanges commerciaux entre nos deux pays afin de les hisser au niveau des ambitions légitimes de nos plus hautes autorités. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, résolument engagés à renforcer leurs relations bilatérales. Les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays situent les enjeux. Il était nécessaire de regarder les domaines dans lesquels les deux pays peuvent coopérer, dans le domaine de l'éducation, des mines. Et comme vous le savez, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont des potentialités dans le domaine des mines. Et donc, il était important quand même qu'on ait cette première session-là pour davantage faire profiter les deux pays des potentialités qu'offrent la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire partagent beaucoup de choses en commun, mais nous pensons que tout cela peut être intensifié pour que les relations soient encore plus fortes, mais surtout que cela soit encore bénéfique pour nos populations. Les travaux de cette première session de la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud se tiennent en prélude de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Conseil exécutif de l'Union africaine, les travaux de la 39e session ministérielle se sont tenus dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La rencontre a vu la participation de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Elle y a représenté les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de mise en œuvre de l'agenda 2023. Kandia Camara a pris au nom de la Côte d'Ivoire l'engagement d'œuvrer de concert avec la Commission et les parties prenantes à la mise en œuvre du plan d'action, notamment renforcer le capital humain pour un développement durable en Afrique. La Cour de justice de la CEDEAO tient une audience hors siège à Abidjan, 10 jours pour examiner 40 affaires, dont la plupart sont des cas de violation des droits de l'homme dans les États membres de la CEDEAO. L'ouverture d'audience est tenue à la représentation permanente de la CEDEAO à Abidjan. Laure Goretti et Sidonie Davila. 40 affaires sur la table de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En audience, hors siège à Abidjan, les juges de l'institution vont siéger sur les différents cas, dont la plupart
concerne les violations des droits de l'homme dans les différents États membres de la CEDEAO. Il est de devoir de la Cour de visiter les citoyens de la communauté. Et ensuite, dans les dispositions de règlement de la Cour, lorsque les faits l'exigent, la Cour peut se déplacer vers les justiciables pour rendre la justice. C'est la raison pour laquelle la Cour de justice de la CEDEAO est ici en Côte d'Ivoire. En 5 ans, c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire accueille une audience de la Cour de justice de la CEDEAO, une audience de l'institution hors de son siège à Abuja, au Nigeria. L'exercice est de rapprocher la justice du justiciable, également de mieux faire connaître l'institution. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a été comme aujourd'hui associé à cette initiative. Nous avons salué aussi bien la pertinence que l'opportunité. Nous avons marqué notre adhésion et notre engagement à accompagner la Cour dans le cadre d'une interaction dynamique. Depuis lors, les opportunités de coopération n'ont pas manqué. La Cour va examiner plusieurs affaires. Ce que je puis affirmer ici, il y a 8 affaires concernant la Côte d'Ivoire et nous aurons également à rendre 2 décisions. Depuis la création de la Cour de justice de la CEDEAO, ce sont 552 requêtes introductives d'instances qui ont été portées devant l'institution. Au total, 1191 audiences tenues à ce jour. Et puis cette information de l'état-major général des armées, dans la matinée du mardi 19 octobre 2021, aux environs de 8h30, un tireur embusqué a ouvert le feu sur un poste d'observation des forces armées de Côte d'Ivoire situé à 1 km au nord-est de Téini, faisant un blessé léger au sein des hommes de faction. La riposte des soldats a permis de le neutraliser. Le chef d'état-major général des armées félicite les soldats dont la vigilance a permis de mettre en échec cet acte criminel fait à Abidjan le 19 octobre 2021 et c'est signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Dans l'actualité sanitaire, quel est le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire? Voyons le tableau dressé par le ministère de la Santé. 17 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, portant à 61 089 le nombre de cas confirmés dans le pays, avec 59 574 guéris et 685 décès. Du 1er mars au 18 octobre, 2 921 400 personnes ont été vaccinées. Octobre Rose, une période dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a permis à 700 femmes de se faire dépister gratuitement. Du 1er au 16 octobre, elles ont également été informées et sensibilisées sur ce cancer qui reste le plus fréquent chez la femme. Isaïo. Le cancer du sein est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Le mois d'Octobre Rose est mis à profit pour sensibiliser et faire dépister les femmes. Aujourd'hui, Rafiatou, étudiante, est présente au Centre national d'oncologie médicale et de thérapie Alassane Ouattara, CNRAO, à Cocody, pour une séance gratuite de dépistage du cancer du sein. L'appel du nom, la remise d'une fiche de numérotation, la prise de température, l'application du gel de main et du renseignement de la fiche constituent les différentes étapes avant la rencontre avec le médecin. Dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de personnes décédées de cette maladie. Et vraiment, ça me fait peur. Donc, vaut mieux être vite dépisté pour pouvoir vite en guérir. Après son examen, si on découvre une pathologie au niveau des seins, nous lui demandons les examens nécessaires pour le diagnostic de cette pathologie. Et si besoin est, nous lui faisons une prescription en fonction de la symptomatologie qu'elle nous aura auparavant expliquée. Comme Rafiatou, plusieurs femmes profitent
de cette gratuité de soins. Nous sommes dans le mois rose, octobre, donc je vous prie de venir vous faire dépister pour connaître votre statut. C'est très important pour une femme de savoir son état de santé. Mieux le mal est vite détecté, plus il peut être soigné. C'est pourquoi la directrice du CNRAO exhorte les femmes à se faire dépister précocement. C'est bien de venir à l'hôpital dès qu'on sent des signes, mais ce n'est pas le dépistage. Aujourd'hui, il est démontré que quand quelqu'un ne sent rien et qui vient à l'hôpital pour faire un contrôle et qu'on découvre un cancer du sein, c'est suffisamment petit pour qu'on en guérisse totalement et pour qu'on garde ces deux seins. Ce sont plus de 700 femmes qui ont été dépistées au Centre national d'oncologie médicale et de thérapie Alassane Ouattara depuis le début de l'opération, le 1er octobre dernier, jusqu'à ce jour. Nous vous proposons maintenant des images inédites tournées au cœur du plus vaste massif forestier d'Afrique de l'Ouest. Sous stricte protection, le complexe formé par le parc national de Taï et la réserve de Unzo regorge de richesses fortement convoitées par les populations riveraines, mais jalousement conservées par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Son importance lui a valu d'être classé dans le réseau des réserves de biosphère en 1978 et d'être inscrit comme bien du patrimoine mondial depuis 1982. Reportage découverte avec Jean-Luc Mangbo. Les superlatifs ne manquent pas pour le parc national de Taï. Plus grand bloc de forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine, avec une superficie de 5360 km². Inscrit depuis 39 ans sur la liste du patrimoine mondial, ce parc offre, avec la réserve de faune d'Unzo qui lui est contiguë, une biodiversité unique. Begrezo est guide écotouristique depuis 23 ans dans le parc national de Taï. C'est ici qu'il a acquis toute sa science. J'ai connu beaucoup de plantes et leur utilité avec les différents chercheurs qui passaient. Le parc national de Taï a sauvé beaucoup d'espèces. Les arbres qu'on trouve ici, on ne peut pas les trouver dans les forêts classées. Ici, il y a beaucoup d'espèces qui ont été conservées, telles que les acajou, telles que l'arbre qu'on appelle le sipo, le cosipo, sont encore ici. Le nombre d'espèces de plantes dans le parc de Taï a été estimé à 1200, avec 273 espèces classifiées comme rares ou endémiques. Conserver les arbres, c'est le meilleur moyen d'équilibrer la nature. Parce qu'il y a des espèces végétales. Si ça manque, certains animaux vont disparaître. Par exemple, l'éléphant qui mange le macoré. Quand il n'y a plus de macoré ici, il sera obligé d'aller ailleurs. La conservation des forêts, la véritable raison d'exister du parc national de Taï. L'autre richesse du parc, sa faune. Près de 1000 espèces animales, dont les fameux colobes rouges et les mangabés, des espèces de singes qui attirent chaque année des centaines de touristes. Pour découvrir ces autres attractions du parc, il faut suivre le guide, ce qui équivaut à parcourir 14 km depuis Taï, dont 11 à pied, marcher à flanc de colline et dans l'eau. Mais surtout, passer la nuit au campement Boyer, en plein cœur de la forêt, sous ses tentes. Grâce au flair de Charles, nous découvrons une famille de colobes rouges. Ils sont en train de s'amuser actuellement. Et la soirée est tombée, donc ils cherchent à dormir. Donc il y a des petits cris, chaque enfant doit rejoindre sa maman. Les mâles aussi courent après les femelles. Une espèce menacée, aussi bien par les hommes que par d'autres animaux. C'est la proie préférée des chimpanzés. Donc les chimpanzés font la chasse, ils capturent les colobes et les mangent. Il y a aussi l'aigle qui chasse aussi les colobes rouges. Ils sont menacés par les braconniers aussi. Voilà, les braconniers les chassent parce qu'ils sont bien gros. Pour leur sécurité, les colobes rouges préfèrent rester au sommet des arbres. Pas comme les mangabés, cette autre espèce de primate que nous fait découvrir Charles. Au départ, quand on a commencé, il était au nombre de 35. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont à 60 individus. Et à force de les suivre, ils sont toujours en sécurité.
Cette colonie a subi un programme d'habituation à la présence humaine pour les besoins de l'écotourisme. Initiative de la WCF, la World Chimpanzee Foundation, organisme international très à cheval sur les règles sanitaires. Quand tu respires même, tu peux te faire contaminer et aussi contaminer les animaux. Donc, on est venu sur le territoire, il faut qu'on protège tout pour qu'il reste intact. Un test antigénique est même exigé à chaque visiteur avant l'entrée sur le territoire des primates. Des gestes de préservation des richesses naturelles du parc auquel l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a songé depuis bien longtemps. Ici, c'est un groupement qui a bénéficié d'un projet de programme d'investissement forestier dans l'optique de pouvoir produire de la protéine alternative au braconnage, à la viande de brousse. Donc, ils ont été financés par le programme d'investissement au travers de l'OIPR afin de pouvoir réduire la pression sur le braconnage à l'intérieur du parc. Élevage de volailles à Béoué et Para, à Djoroutou, mais également de caprins à Sidi-Bébougou et Join dans la région de Soubré. Des activités génératrices de revenus qui commencent à porter leurs fruits. Il y a des braconniers vraiment qui quittaient dans la zone pour aller chasser. On causait avec eux jusqu'à ces manques de viande. Souvent, il y a les fêtes, là, il n'y a rien à manger. C'est pourquoi ils s'en vont chercher la viande pour venir. Dès qu'on a commencé à faire ça, vraiment, actuellement, ces gens-là, la plupart viennent acheter, puis se retournent. Ces populations riveraines ont été installées grâce au programme d'investissement forestier pour protéger les richesses animales du parc, mais également végétales. À Buyo, dans le village de Tchétali, Emmanuel Kouraï est l'un des pionniers dans la lutte pour la protection des espèces florales du parc. Région gabonesis, en lac local, on appelle ça sako. Alors sako, on prend ça pour faire la sauce. C'est à cause de ces sakos-là que les femmes entrent dans le parc national de Taï pour ramasser les fruits. Son ONG, Conservation Taï, s'est donné pour mission de reproduire hors du parc les plantes prisées par les populations riveraines. J'ai fait la pépinière. Si c'est au moment de planter, on donne gratuitement à la population. Cette année, on a produit 35 000 plants. Depuis une dizaine d'années, Emmanuel Kouraï contribue à freiner le pillage de la flore du parc. Ça se vend cher. Quand les coins ont commencé à voler dans le parc national de Taï, mais les gens quittaient au Gabon pour venir payer. Parce que c'est cher. Un sac de 100 kilos coûte 100 000 francs. Une œuvre utile quand on sait que la protection du massif forestier de Taï agit positivement sur le climat local, assurant des pluies plus régulières et abondantes, essentielles pour la production agricole. Selon une étude de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR, au moins 3,2% du PIB ivoirien dépendrait du parc national de Taï. La production de cacao, café, EVA et palmiers à huile y représenterait même un chiffre d'affaires de 492 milliards de francs CFA. Merci à Jean-Luc Bangbo pour ces images du parc national de Taï et de la réserve du Unzo, des curiosités naturelles qui, vous avez pu le voir, regorgent de richesses uniques. Découvrons à présent des œuvres particulières mais qui, elles, sont bien humaines. Le travail d'un artiste peintre, sa spécificité, il se sert de matériaux de recyclage comme des tuyaux ou encore des sachets usagés. Sa dernière œuvre en date, le portrait du chef de l'État. Elle est baptisée Le Bâtisseur. Serge Coléa et Serge Pacom Didi. Le Bâtisseur, c'est le titre de l'œuvre artistique en hommage au président de la République, Alassane Ouattara. L'auteur s'appelle Théé Richemont, jeune étudiant en Master 2 de peinture à l'INSAC, âgé de 24 ans. L'artiste magnifie les valeurs de changement, de rigueur, d'abnégation au travail. 2 ans et demi à la tâche. Au final, un portrait original réalisé avec du matériau de recyclage, notamment des tuyaux et autres objets usagés. J'essaie de couper. Je coupe ça à la main. Je coupe ça à la main comme ça. C'est pour cela elle m'a pris plus de 1 an dans les découpes. Le rêve de Richemont est d'offrir le tableau au président Alassane Ouattara en personne. C'est un rêve d'enfance. Est-ce que vous voyez? J'ai dû voir le président de la République en 2011, 2010 à l'intérieur du pays.
Et j'ai vu en ce monsieur beaucoup de choses, c'est-à-dire le changement, le travail. Ce sont des idées que je voulais matérialiser avec quelque chose que je fais, qui est là. Le jeune homme décèle en lui des talents de dessinateur dès le bas âge. Pourtant, sa passion va se heurter aux réticences de la famille. Qu'à cela ne tienne, Richemont persiste dans son choix. Aujourd'hui, c'est un artiste accompli. Les couleurs du drapeau national orange, blanc et vert sont utilisées par l'artiste dans la conception de son œuvre, Le Bâtisseur. Terminant en Inde, au moins 41 personnes y ont perdu la vie dans des inondations et glissements de terrain. Beaucoup d'autres sont encore portés disparus. Ces débordements ont été déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies. Le bilan est encore provisoire et selon les prévisions météorologiques, de fortes pluies devraient encore frapper dans les jours à venir l'état méridional du Kerala où des inondations ont déjà fait plus de 27 morts depuis vendredi dernier avec des milliers d'évacuations. Et voilà, merci de nous suivre sur RTI 1 et sur RTI.info. Bonsoir à tous.